Bonjour à tous, c'est Nekasan. On se retrouve aujourd'hui pour un guide complet sur TOF. Alors c'est parti, on se lance sans plus tarder, car j'ai beaucoup de choses dont je dois vous parler. J'ai divisé le guide du jeu en plusieurs parties. Le mode histoire, l'exploration, les différents modes de jeu nécessitant de la stamina, l'importance de la guilde, le système d'invocation, les ressources sur TOF, la composition d'équipe et les équipements, qu'on va appeler le Gear Score, et les petits conseils divers mais très importants pour bien commencer le jeu et éviter beaucoup d'erreurs. Alors tout d'abord, le mode histoire. Le mode histoire est compliqué afin d'en comprendre son fonctionnement. Je m'explique. Le mode histoire va vous bloquer à certains moments de votre progression. Vous devrez attendre pour le continuer. Impossible donc de rush le mode histoire. Par exemple, après avoir fini le premier chapitre du mode histoire, vous devrez attendre 24 heures pour continuer le mode histoire. Profitez de ces pauses forcées par le jeu pour faire des quêtes secondaires ainsi que de l'exploration, ou bien, quand vous l'aurez débloqué, des modes nécessitant de la résine ou de la stamina. Je ferai des comparaisons avec Genshin tout au long de ce guide pour vous faire comprendre certaines choses. De plus, il est fortement recommandé de ne pas rush l'histoire trop vite, sinon vous allez up en XP trop rapidement, mais votre gear score, lui, n'aura pas assez augmenté et cela vous posera de gros problèmes pour les abysses et autres modes de jeu que le mode histoire. Passons maintenant à l'exploration. Tout au long de l'aventure, on pourra explorer 2 mondes, comprenant 5 continents en tout. Ces 5 continents sont très longs à explorer. Il faudra plus de 300 heures de jeu pour les explorer partiellement, et sûrement plus de 500 heures de jeu pour tout explorer à 100%. Bref, c'est très long, et donc parfait pour les gens voulant tryhard ou jouer sur une longue durée, voire très longue période. En plus de ces 5 continents, vous aurez également des zones spéciales débloquables à partir du niveau 60 qui seront indiquées par des points rouges sur votre map et qui vous téléporteront dans une dimension parallèle dans laquelle une exploration sera encore à faire. Nous n'avons aucune information sur leur limite de temps ou limite de spawn pour le moment. Et ce n'est pas fini. Pour les plus courageux d'entre vous, vous débloquerez des portails verts à partir du niveau 75 qui vous permettront également d'être téléporté dans une dimension parallèle, sauf que cette dimension parallèle sera très dangereuse, car possibilité de mourir en one shot avec une exploration limitée à 7 minutes par portail avant d'en être éjecté automatiquement. Les portails verts seront limités à 6 par jour, soit quasiment 45 minutes par jour, ou 3 quarts d'heure si vous préférez, d'exploration. L'exploration vous offre pas mal d'activités comme récolter des orbes d'invocation et des ressources de cuisine, vaincre des zones d'ennemis et des world boss, les world boss sont impossibles seuls, résoudre des énigmes, lancer des mini-jeux et aussi découvrir des spots photos. Le plus important dans un premier temps, durant l'exploration, sera d'activer les tours de téléportation afin de vous déplacer plus rapidement dans l'open world. Les montures et les reliques vous permettront également de vous déplacer librement dans le monde ouvert. Afin de vous y retrouver dans ce monde gigantesque, je vous mets en description de la vidéo une map interactive. Désormais, intéressons-nous aux différents modes de jeu nécessitant de la stamina. Effectivement, plusieurs modes de jeu nécessitent de la stamina et vous seront proposés dès le level 20 de votre aventure atteint. Pour accéder à ces modes de jeu, il faut cliquer sur l'icône Aventure, puis cliquer sur l'onglet Sélectionner. Le premier mode de jeu débloqué au niveau 20 sera le mode Opération, qui a un coût de 90 de stamina. Il n'est pas possible de le faire seul au niveau 20. C'est pour cela qu'il vous faudra rapidement trouver de l'aide pour y arriver. Je vous indiquerai plus tard dans cette vidéo la solution à ce problème. Débloquez également, au niveau 21 d'aventure, le mode de jeu Exploration interstellaire. Ce mode de jeu a un fonctionnement journalier, je m'explique. Chaque jour, 6 portes stellaires apparaîtront à certains moments de la journée afin que vous puissiez les faire et donc pas sûr que lors de votre passage niveau 21, cela soit le cas. Ces modes de jeu vous coûteront 30 de stamina. On en vient donc au mode de jeu débloqué au niveau 23, il s'agit des épreuves dimensionnelles, aussi appelées donjons, qui vous permettront de renforcer vos armes, etc. Et qui sont facilement faisables seuls. Mais si vous n'y arrivez toujours pas seul, alors c'est là qu'entre le mode de jeu multijoueur. D'autres modes de jeu arriveront ensuite dans l'onglet défi, juste en dessous de l'onglet sélectionné, mais cela sera bien plus tard dans votre aventure. Pour information, la stamina est de 180 au début du jeu et de 360 vers la fin du jeu, et elle se recharge de 1 point toutes les 8 minutes. Également, un mode abysse, comme les profondeurs spiralées sur Genshin, arrivera par la suite. Celui-ci est constitué de plusieurs étages à faire. À chaque étage, il y a un combat à faire en moins de 2 minutes 30, et si vous réussissez, vous passez à l'étage suivant. Cela dit, si votre gear score est très élevé, vous aurez le choix de passer les étages de 10 niveaux par 10 niveaux.
Exemple, si vous êtes au niveau 23, vous aurez le choix de passer au niveau 24 ou au niveau 34. Forcément, plus le niveau d'abysse monte, plus cela sera difficile. Chaque étage réussi vous donnera des récompenses. De plus, le gros avantage de TOF par rapport à un Genshin ou autre, c'est son côté multijoueur. Et donc pour les modes de jeu comme le mode opération, le mode épreuve dimensionnelle, il est préférable d'avoir de bons amis qui seront toujours disponibles pour vous. Ou alors, une solution beaucoup plus viable et qui sera encore plus profitable à l'avenir du jeu, avoir une guilde pour vous aider. Justement, voyons ensemble le système de guilde. Je vais vous donner les informations que je connais. Plus vous rejoignez une grosse guilde avec beaucoup de membres et impliqués dans le jeu, plus vous gagnerez de récompenses intéressantes ainsi que chances d'obtenir de l'aide facilement. Une guilde peut être créée à partir du niveau 30, mais pour la rejoindre, pas besoin d'attendre le niveau 30. Il me semble qu'à partir du niveau 20, il vous sera possible d'en rejoindre une. Info à prendre avec des pincettes. Une guilde de niveau 1 commence avec 150 places de disponibles. À chaque niveau que la guilde prendra, maximum 6 niveaux, 5 membres en plus par niveau pourront être rajoutés pour un total de 180 membres. À quoi sert donc une guilde? Comme je vous l'ai dit précédemment, à faire les events compliqués ou bien trouver de l'aide en cas de problème sur le jeu. Également partager avec une communauté des moments super cool. Mais surtout, le plus important, c'est de faire des opérations, des raids et des world boss impossibles à faire en solo. Effectivement, le jeu vous demandera un investissement multijoueur conséquent en plus de votre implication solo. En tout cas, les gens voulant tryhard sur le jeu. Le jeu est bien différent de son principal concurrent, Genshin Impact. D'ailleurs, pour ceux qui ne voudraient pas créer leur guilde, par peur de devoir gérer 150 à 180 personnes et ceux ne sachant pas où trouver de guilde avec qui jouer, pas de panique. Je vous mets dans la description le Discord de ma guilde afin que vous nous rejoigniez dans cette folle aventure. Je vous mets également dans la description de la vidéo un doc complet sur les guildes et leur fonctionnement. Bref, parlons maintenant du système d'invocation. Il existe 4 types de bannières d'invocation. La double bannière arme permanente. Pourquoi double? Car il y a une avec pity et une sans pity. Celles avec pity sont les nucléoses orange et celles sans pity sont les nucléoses violettes. La bannière matrice permanente afin de drop des matrices qui amélioreront vos armes. La bannière arme temporaire et la bannière matrice temporaire qui est adaptée à la bannière arme temporaire généralement. Chose importante à savoir, si vous ne droppez pas le personnage de la bannière temporaire au bout de 80 invocations, soit la première pity, vous aurez juste à aller à 120 poules, donc 40 invocations de plus, afin d'avoir assez de points pour acheter l'arme du personnage dans le shop. Si vous n'utilisez pas les points acquéris lors des invocations sur la bannière temporaire avant que la bannière temporaire parte, alors vos points accumulés grâce aux invocations seront transformés en points pour la bannière permanente. De plus, il faut savoir que si vous avez loupé les bannières temporaires, il y aura des reruns de bannières, mais si vous avez loupé la bannière et son rerun, alors pas de panique, car le personnage pourrait peut-être être ajouté au pool de la bannière permanente. Ceci est au bon vouloir des développeurs, donc rien de sûr et de précis. Pour invoquer, il faudra certaines ressources que l'on va voir tout de suite. Donc les ressources. Voici les ressources que l'on aura en jeu et ce à quoi elles serviront. Pour ceux qui voudraient la voir, je vous la mets également en description. Merci à ShojiFR d'avoir fait ce tableau. De ce fait, je ne vais pas vous énumérer tous les éléments de ce tableau. De plus, je vais rajouter une petite parenthèse sur l'aspect cuisine du jeu. Je n'ai pas prévu de vous en parler, je vous mets donc dans la description un GDoc sur la cuisine du jeu. Passons maintenant à la composition d'équipe et l'amélioration de l'équipement afin de faire grimper le gear score. Pour créer une équipe viable et cohérente, cela prend du temps, néanmoins voici quelques conseils. Ne pas monter des personnages SR, cela ne ferait que gâcher les ressources utiles pour monter des armes SSR. Deuxième conseil, avant d'augmenter une arme, soyez sûr qu'elle vous servira longtemps. Même une arme SSR peut gâcher vos ressources si vous l'abandonnez au bout de quelques jours, semaines. Bref, il faut être bien sûr de ce que l'on veut faire comme composition d'équipe avant d'utiliser les ressources d'amélioration d'armes. Afin de créer une équipe viable, vous pouvez vous référer à la méta de la version chinoise ou bien à des tier lists que vous trouverez ici et là. Je vous conseille néanmoins la tier list que j'ai trouvée, je vous la mets en description, je la trouve très pertinente. Également, je vous mets le site Tower of Fantasy Info dans la description de cette vidéo. Il n'est pas en français mais avec Google Traduction, ça fait l'affaire. Prenons l'exemple de la Team Glace. Pourquoi la Team Glace? Car les mobs du début du jeu craindront l'élément glace, et on veut se rendre la vie plus facile, n'est-ce pas? Bref, je prends la Team Glace ici comme exemple. Au début du jeu, seuls Cocoritter, Meryl et Tsubasa seront accessibles en termes de SSR glace. Si je consulte la tier list que je vous ai mis en description,
On peut voir que Tsubasa et Meryl se trouvent dans les persos plutôt bons, mais sans plus en fin de jeu. Contrairement au début où elles sont vraiment fortes, en revanche Kokoro-Ritter, elle, reste parmi les bons SSR du jeu, même après l'avancement du jeu. Ma réflexion va donc être, qui vais-je garder plus tard et qui vais-je abandonner? Et la réponse est claire, je garderai uniquement Kokoro-Ritter par la suite. Je ne vais pas donc gâcher trop de ressources dans Meryl ou Tsubasa. De plus, il faut savoir que certains personnages des bannières temporaires apporteront une résonance élémentaire. Et oui, les personnages de la bannière permanente ne déclenchent pas les résonances élémentaires. Je m'explique. Par exemple, Sakifua, un tank de glace, étant un personnage de la bannière temporaire, elle amènera la résonance glace, et si vous la jouez avec une Meryl, qui est également un personnage tank de glace, alors vous allez proc deux résonances d'un seul coup. La résonance glace et la résonance tank. Cela dit, je vous déconseille de jouer Sakifua et Meryl dans la même équipe. On privilégiera une équipe composée de Sakifua, Kokoritter pour la résonance glace, ainsi que Mark en deuxième tank pour proc la résonance tank. J'espère avoir été clair à l'instant avec cet exemple, sinon voici comment il faut essayer de build une équipe, quel personnage sera utile et fort sur le long terme, et le mélange de mes trois armes proc-t-elle des résonances entre elles, résonance élémentaire et résonance de rôle. Comme vous vous en doutez, chaque résonance apporte des bonus. Je vous mets dans la description de la vidéo les bonus qu'apportent les résonances de rôle. Je n'ai pas encore le détail des résonances élémentaires. Merci à Shoji FR également pour cela. De plus, les armes ont des passifs cachés, suivant l'affinité du personnage. Un premier passif se débloque à 1200 points d'affinité et un deuxième passif se débloque à 4000 points d'affinité. Les affinités ne se cumulent pas, il faut donc améliorer l'arme qui propose le meilleur passif parmi votre équipe composée de 3 armes. Et cela vous coûtera des ressources qui ressemblent à des peluches. Il y a 3 niveaux de rareté pour les objets d'affinité à offrir à son personnage, vert, bleu et violet. Les objets violets augmentent l'affinité de plus 40, plus 20 si l'objet est aimé par le personnage. Les objets bleus augmentent de l'affinité de plus 20, plus 10 si l'objet est aimé par le personnage. Les objets verts augmentent l'affinité de plus 10, plus 5 si l'objet est aimé par le personnage. Maintenant que l'on sait comment build une équipe, passons à l'amélioration du gear score. Le gear score, qu'est-ce que c'est? C'est votre niveau de puissance dans le jeu. Cela comprend votre set de 3 armes ainsi que leur matrice et vos équipements sur votre personnage. Cela comporte donc deux parties d'amélioration du gear score. Première partie, les équipements. Les équipements sont au nombre de 11 emplacements débloquables au fur et à mesure de votre progression dans le jeu. Il est important d'avoir le meilleur gear score possible, à la fois pour être le plus fort face aux ennemis, ou bien comme vu précédemment lors des modes de jeu style Abyss, et même pour rentrer dans une guilde, on scrute souvent votre gear score pour savoir si vous allez réellement apporter dans la guilde. Vous avez 3 presets d'équipement afin de pouvoir switch en fonction de la team que vous jouez et les ennemis que vous allez affronter. De plus, vous allez voir plusieurs raretés d'équipement allant du gris, qui est le plus mauvais, en passant par le vert, bleu et violet, jusqu'au doré qui est le plus fort. L'équipement doré sera droppable uniquement à partir du niveau 50 d'aventure via des donjons. Chaque équipement se divise en 3 catégories de stats. Les stats principales, les substats et les stats de dépassement de limite. Les stats principales ne proceront pas de manière aléatoire mais de manière linéaire. Exemple, si vous avez un bracelet attaque et critique en stats principales, cela augmentera l'attaque et le critique de façon linéaire. En dessous, vous aurez des stats aléatoires qui augmenteront de façon aléatoire, certes. Il faut voir l'équipement un peu comme les artefacts sur Genshin. A savoir que la troisième catégorie de stats arrivera sur ton équipement en fonction de l'amélioration de ton équipement. Tous les 5 niveaux d'amélioration d'équipement, tu devras faire un dépassement de limite qui te donnera une stat de troisième catégorie. Chaque équipement peut monter jusqu'au niveau 40. Comment monter le niveau d'équipement, me direz-vous? Tout simplement grâce à des matériaux que vous pourrez drop sur l'événement Previous Phantom, le premier event dans la liste que je vous ai mis en description de cette vidéo, ou bien dans le shop. Il faudra les garder au maximum car vous aurez très peu de ces ressources au début du jeu. Oh là là, avec toute cette RNG, je vais forcément mettre 10 000 ans à avoir l'équipement que je veux. Eh bien, pas totalement. En effet, certains items d'amélioration permettent de lock les statistiques que l'on ne veut pas voir augmenter. Je m'explique. L'item entouré sur l'image vous permettra de verrouiller une stat que vous ne voulez pas augmenter. Exemple, la stat de défense sur un équipement offensif. Donc plus de chances de proc sur une stat que l'on désire. Attention tout de même, car ce genre d'item est très rare, donc à ne pas utiliser sur le premier équipement venu. De plus, il vous faudra augmenter tout un groupement d'équipements au niveau 10, 15, etc. afin d'avoir des stats bonus supplémentaires. On appelle ça le lien d'équipement. A savoir que le transfert de niveau d'équipement n'est pas comme sur Genshin Impact. Vous ne perdez pas d'XP pendant le transfert d'un équipement à un autre.
On passe désormais à la deuxième partie de l'amélioration du Gear Score, et cela grâce aux matrices. Les matrices ont le même type de niveau de rareté que les équipements de grille à or. Le conseil que je peux vous donner, c'est qu'il ne faut pas augmenter les matrices qui ne sont pas dorées. Cela serait du gâchis de ressources. Sur chacune de vos armes, vous pourrez mettre 4 matrices, idéalement de la même famille de matrices, afin d'obtenir des bonus. Un peu comme sur Genshin Impact, avec les artefacts, vous savez, le bonus 2 pièces et le bonus 4 pièces. Vous trouverez également le détail des matrices sur le site internet Tower of Fantasy Info que je vous ai mis précédemment en lien de la description de la vidéo. Voilà pour l'instant tout ce que je pouvais vous apprendre. Pour plus de détails, on verra une fois le jeu sorti en version française. Néanmoins, la vidéo n'est pas finie. Effectivement, il me reste une dernière tâche, de prévenir de certains dangers, pièges dans lesquels ne pas tomber au début du jeu. Premier conseil, ne pas améliorer les armes SR, je l'ai déjà dit, mais je le répète car cela serait du gâchis de ressources. Deuxième conseil, il y aura un style de compte à rebours, je sais pas trop comment vous appelez ça, je vous mets à l'écran ce à quoi ça va ressembler, mais je n'ai pas le nom à quoi, comment ça va s'appeler. Tous les 10 jours, vous aurez droit à une offre pour 10 pierres d'invocation sur la bannière permanente. Et tous les jours, le prix va baisser. Et il faut surtout attendre les 10 jours. Ne pas l'acheter même à 300 ou quoi en termes de Dark Crystal. Il ne faut pas échanger les Dark Crystal contre ces pierres d'invocation, car vous pourrez avoir ces pierres d'invocation gratuitement en attendant le jour J de la fin du compte à rebours. Voilà, donc ça c'est vraiment très important. Il ne faut pas dépenser bêtement vos Dark Crystal là-dedans. Troisième conseil, n'invoquez pas les Dark Crystal sur les bannières permanentes. Effectivement, cela est précieux et doit être réservé pour les bannières temporaires. Quatrième conseil, faites attention à toutes vos ressources, réfléchissez avant d'améliorer quoi que ce soit. Cinquième conseil, prenez votre temps et surtout prenez du plaisir sur le jeu. C'est le principe même d'un jeu comme TOF. Essayez de tout rush ne vous rendra pas meilleur que quelqu'un d'autre, donc amusez-vous dans l'exploration, essayez tous les modes de jeu, rejoignez une guilde, mais ne soyez pas impatient. Et le dernier conseil, celui-là c'est sûrement le plus important de tous, encore plus important que tout ce que j'ai essayé de vous apprendre, c'est le fait de vous abonner à ma chaîne YouTube et à ma chaîne Twitch en description. Mettez un pouce bleu, mettez un commentaire pour me dire si vous avez des attentes ou des questions auxquelles je pourrais essayer de répondre dans une autre vidéo. Bref, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Mettez dans les commentaires le fromage est bon, si vous êtes resté jusqu'ici, on se donne rendez-vous le jeudi 11 août à 18h30 sur ma chaîne Twitch. Je serai en live pour stream du TOF. Peut-être même que je ferai un giveaway avec des comptes SSR, donc n'hésitez pas à me follow sur Twitch pour ne pas louper le live de jeudi. Sur ce, passez une bonne journée. Au revoir.